Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par l'ADEME et le Média Cadre de Ville, c'est le dernier de l'année. Pour ma part, je suis Inès Edel Garcia, je suis journaliste, rédactrice en chef adjointe au sein de la rédaction de Cadre de Ville. Média professionnel spécialisé dans le suivi de l'actualité des projets urbains. Et j'ai le plaisir d'animer aujourd'hui ce webinaire consacré au commun, une notion qui, pour celles et ceux qui ne sont pas encore tout à fait familiers avec ce terme, désigne des ressources gérées collectivement par une communauté. On parle aussi parfois de biens communs, mais là aujourd'hui on va se concentrer sur des communs numériques, vous allez le voir. Alors, pourquoi je dis nouveau webinaire? Parce que c'est pas la première fois qu'on évoque ce sujet en webinaire. Il faut savoir que l'ADEME en est à son troisième appel à commun. Une première édition avait été lancée en 2021, une deuxième en 2023 et la dernière en date cette année en 2025. Et donc, avec l'ADEME, il nous a semblé intéressant d'organiser ce webinaire aujourd'hui pour partager avec vous de nouveaux outils issus donc de la dernière promotion, si j'ose dire, de l'appel à commun, des outils numériques qui, vous allez le voir, voilà, ont été conçus en open source, de manière collaborative pour aider les collectivités à monitorer leurs efforts en matière de transition écologique, pour mobiliser aussi les territoires sur les questions d'atténuation et d'adaptation. Alors peut-être un mot sur le programme qui va nous occuper ce matin, donc jusqu'à midi environ. Nous allons démarrer par un mot d'introduction avec Héloïse Calvier, donc, qui est chargée d'accompagnement innovation à l'ADEME. Elle va nous expliquer pourquoi l'ADEME s'est intéressée à la notion de commun et comment, grâce aux appels à commun, l'ADEME met ses outils au service de la transition écologique. Et viendront ensuite deux présentations de communs numériques développées dans le cadre de ce dernier appel à commun de l'ADEME, à savoir donc l'Observatoire Quartier Énergie Carbone, proposé par l'Institut de recherche et développement Efficacity, avec Morgane Colombert, directrice des études et des partenariats, et Giovanna Togo, architecte urbaniste, toutes les deux donc chez Efficacity. Et ensuite, la cartographie participative des espaces refuges et climatiques à Toulouse, qu'a mis au point le bureau d'études environnementales Tribu. Et c'est Francesca Barbera, ingénieure architecte, chef de projet urbanisme et développement durable, et Inès Fionneau, chef de projet en urbanisme durable chez Tribu, qui nous en parleront. Et puis pour finir, on entendra Valérie Peugeot, chercheuse en sciences sociales du numérique, qui nous partagera l'état de sa réflexion pour donner un peu de hauteur à notre sujet, pour ouvrir aussi de nouvelles perspectives. Et je le signale au passage, tout au long de ce webinaire, vous avez la possibilité de réagir, de commenter, de poser des questions à nos invités dans le chat de cette visioconférence. Et après chaque intervention, vous aurez donc la possibilité d'échanger avec elles, puisque nous avons un panel exclusivement féminin aujourd'hui, je tenais à le souligner. Voilà. Donc, je vais tout de suite laisser la parole à Héloïse Calvier de l'ADEME qui va donc nous présenter quelques éléments de cadrage. Oui, merci beaucoup Inès. Est-ce qu'on voit bien mon écran? Oui, Ouais, c'est bon. Ok. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Donc, avant de parler plus en détail de cet appel à commun de l'ADEME, je vais revenir rapidement sur la notion de commun. Euh, donc, c'est vrai qu'en général, quand on pense au commun, l'exemple qui nous vient tout de suite en tête, c'est Wikipédia, qui est sans doute le plus commun. Donc, c'est un commun immatériel de la connaissance, mais il en existe aussi de type plus physique matériel, donc comme les jardins partagés par exemple. Et ces deux exemples, ils se caractérisent par donc cette organisation en triptyque qu'on peut voir à droite, où on a cette ressource. Donc, dans le cas de Wikipédia, on a une encyclopédie qui est partagée par une communauté. Donc, la communauté, c'est le deuxième pilier de ce triptyque. Et cette communauté donc, est composée d'utilisateurs de cette ressource et de contributeurs qui vont alimenter l'encyclopédie.
Et ces membres de la communauté vont s'auto-organiser pour édicter des règles de gouvernance qui vont maintenir et protéger la ressource. Donc ça, c'est un objectif, un petit peu l'idéal du commun d'être mature sur les trois piliers. Mais c'est vrai qu'en général, on constate un degré d'avancement assez hétérogène sur les différents piliers. C'est d'ailleurs ce qu'on pourra voir avec les exemples de communs soutenus par l'ADEME juste après. Euh, donc une fois qu'on a dit ça, donc je vais rentrer plus dans le vif du sujet sur l'appel à commun de l'ADEME. L'ADEME s'est inspiré, s'est intéressé au commun en 2018 pour la première fois par le biais de la Fabrique des mobilités, puisque dans ce domaine de la mobilité ressortait le besoin de s'extraire des logiques de compétition pure pour aller vers davantage de coopération. Or, c'est justement le propre des communs de pouvoir organiser ces coopérations. Et l'idée, c'était donc de pouvoir synchroniser les acteurs de la mobilité pour pouvoir offrir une offre de mobilité durable et qui inclut tout un certain nombre d'acteurs de l'écosystème. Donc c'est un modèle d'association, la Fabrique de mobilité, qui a très bien fonctionné et qui ensuite a été répliqué sur d'autres sujets pour favoriser la coopération, donc notamment sur l'énergie, sur la logistique. Euh, donc ensuite, à l'ADEME, on a souhaité étendre un petit peu les sujets traités par les communs. Donc on a créé ce première édition d'appel à commun en 2021 qui traitait de la résilience des territoires. Puis s'en est suivi deux éditions en 2023 et en 2025 sur cette fois en intégrant à ces enjeux de résilience la sobriété. Donc ce qui a permis d'intervenir de façon assez transversale au sein de l'ADEME sur voilà, les différents enjeux de transition écologique. Pour la première, enfin, depuis la première édition, on est en partenariat avec l'Institut géographique national. Ah, je vois que mon partage a sauté. Je remets. Hop. Alors, donc, hop. Donc, je disais qu'on était en partenariat avec l'Institut géographique national depuis la première édition. Pour cette édition, troisième édition de 2025, on est en partenariat également avec la Fondation Massif et France Tiers-Lieux. Et la NCT nous a également accompagnés sur les deux premières éditions. On peut aussi se poser la question de finalement qu'est-ce qui change par rapport à d'autres appels à commun que peut lancer l'ADEME pour favoriser justement cette coopération qu'on évoquait avant. Donc, principalement, c'est le processus coopératif qui permet en fait aux porteurs et porteuses de déposer de façon complètement publique leurs projets sur la plateforme ouverte de l'appel à commun. Donc, ils déposent leurs projets et consultent les autres projets déjà déposés pour au maximum identifier des synergies et cela même en amont de la sélection des communs. Ensuite, il y a deux exigences importantes aussi sur le type de projet qui peuvent être éligibles. Donc, c'est uniquement des livrables qui sont développés en licence ouverte, de façon à permettre la réplication des projets et l'adaptation à de nouveaux contextes. Et aussi, on doit sentir à la lecture des projets la posture collaborative des porteurs. Donc, ils ont une stratégie de communication robustes et ils sont volontaires pour faire des liens avec les acteurs qui travaillent déjà dans le domaine pour constituer justement cette communauté autour du commun. Euh, et dernière spécificité de l'appel à commun, on travaille sur des défis qui vont faciliter le recoupement des candidatures pour identifier les synergies intéressantes entre projets. Et donc, on a à droite les 10 défis de l'édition 2023 qui sont très diversifiés, donc autant par exemple sur le bâtiment que sur l'urbanisme, l'énergie ou les ressources naturelles. Hop. Alors ensuite, sur l'accompagnement qu'offre l'appel à commun, donc premièrement, il s'adresse à tout type d'acteurs, que ce soit associations, entreprises, mais aussi dans le domaine public. Euh,
C'est un soutien financier de l'ADEME qui va jusqu'à 70% des coûts éligibles du projet, de l'ADEME ou de ses partenaires, d'ailleurs, puisque la Fondation Massif a aussi soutenu financièrement des communs sur cette troisième édition. Les projets sont également accompagnés pour voilà, perfectionner ce volet commun par des experts sur ces sujets. On a également un accompagnement technique par l'ADEME et ses partenaires suivant les sujets. Par exemple, l'IGN accompagne notamment tous les projets qui ont attrait à la cartographie. Et on a aussi cette proposition de rejoindre la communauté de porteurs et de porteuses d'appels à commun, notamment à travers la participation de groupes de travail et de journées en présentiel. Alors, sur le bilan de l'appel à commun, je vais commencer par quelques chiffres et puis j'irai sur un aspect un petit peu plus qualitatif après. Sur les chiffres, on a reçu sur les deux premières éditions, puisqu'on n'a pas encore capitalisé avec la troisième, mais donc plus de 180 candidatures, ce qui nous a permis de soutenir 50 communs pour environ 2,7 millions d'euros. Sur le profil des porteurs et porteuses de communs, on était sur une majorité d'associations. Puis on avait aussi 34% d'entreprises, 22% de consortiums mixtes privés-publics et 2% de communs qui étaient portés exclusivement par des établissements publics. Ensuite, on a aussi reçu et soutenu des communs de nature très variée. Donc même si sur cette troisième édition, on s'est davantage concentré sur les communs numériques, ces trois éditions d'appel à communs ont permis de soutenir à la fois des méthodes, des outils, des plateformes, logiciels, cartographie, modèles de gouvernance, jeux sérieux et formation. Hem pour finir, sur les retours sur investissement, que l'ADEME, a pu tirer de ces éditions d'appel à commun. Premièrement, on constate que le soutien de ce type de ressources permet d'accélérer la sensibilisation pour la transition écologique puisque, grâce aux licences ouvertes, les ressources, et la documentation aussi, hem, les ressources sont partagées plus facilement. Voilà, donc c'est un atout pour sensibiliser, massivement à la transition écologique, mais aussi, pour accélérer l'innovation, pour la transition écologique puisque les ressources sont partagées librement, donc ce qui favorise l'intelligence collective aussi. On a d'ailleurs un témoignage en ce sens-là à droite, en bas à droite d'un porteur de projet qui voilà, témoigne du fait que avoir rendu public sa proposition de projet lui a permis de rencontrer d'autres acteurs qui souhaitaient travailler aussi dans ce sens-là et donc de mutualiser les moyens pour avancer plus vite ensemble. Euh, Deuxièmement, c'est aussi, un bon moyen d'optimiser, enfin de maximiser l'efficacité de l'argent public en mutualisant les moyens, ce qui évite aussi la duplication, des efforts, sur le long terme. Hem et travailler sur ce sujet des communs nous a aussi permis, à la fois en interne à l'ADEME et en externe, de monter en compétences, sur ce sujet des communs et sur l'open source. On a aussi un témoignage en ce sens-là, en bas à gauche cette fois, d'un porteur de commun, le commun de Pas de vacances pour la vacance, qui témoigne du fait que, voilà, c'est en passant par cet appel à commun, qu'il a découvert, le potentiel de l'open source et des communs Heu et c'est 2 choses qui font maintenant, partie intégrante de son activité. Donc c'est, une acculturation très intéressante au commun aussi. Et enfin, à travers ce dispositif, l'ADEME a aussi pu participer à la transformation de l'action publique aux côtés d'autres acteurs que je citais aussi avant, donc l'IGN qui est avec nous depuis le début, le ministère de l'Éducation qui a lancé aussi récemment son appel à commun, et puis France Tiers-Lieu qui est un groupement d'intérêt public aussi. Donc voilà, donc si vous avez envie de creuser le sujet d'appel à commun ou d'aller consulter l'ensemble des lauréats ou de la documentation qui est en ligne sur les communs. Je vous invite à consulter le wiki qui est très bien répertorié sur les moteurs de recherche. Donc wiki résilience des territoires, normalement vous allez avoir accès à tout ce qui a été capitalisé depuis le début sur l'appel à commun. Voilà, donc j'en ai terminé sur cette introduction sur l'appel à commun et je laisse la place donc aux deux porteuses de projet qui vont pouvoir donner un peu plus de concret sur les communs soutenus par l'ADEME.
Merci beaucoup, Héloïse. Effectivement, on va de suite donner la parole à un premier retour d'expérience, donc avec Efficacity, l'Observatoire quartier énergie carbone. En tout cas, merci pour ces éléments de cadrage qui donnent un peu le contexte dans lequel s'inscrit ce webinaire. Morgane et Giovanna, du coup, je vous laisse reprendre la main et nous présenter donc cet observatoire. Je vais partager également mes slides et je vais essayer de vous reprendre aussi en visuel parce que c'est plus agréable. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, Parfait. Donc oui, on va faire un duo pour vous présenter donc l'Observatoire national quartier énergie carbone qui a été développé, si je ne me trompe pas, suite à l'appel à projet de 2023. Et donc, moi, je suis Morgane Cambert, je suis directrice des études des partenariats donc à Efficacity et on va faire son duo avec Giovanna Togo qui a été la chef d'orchestre de la mise en place de cet observatoire et qui est architecte urbaniste à Efficacity. On est toutes les deux d'Efficacity, mais c'est un observatoire qui a été co-développé avec aussi le Centre scientifique et technique du bâtiment. Et donc, Efficacity, on est un institut de transition énergétique dédié à la ville durable. Donc, on développe un certain nombre d'outils, de méthodes, de logiciels autour de la transition énergétique et climatique des villes. Avant de laisser la place à Giovanna, qui vous fera une démonstration en fait de comment se présente aujourd'hui cet observatoire, on trouvait intéressant de vous présenter finalement sa genèse, comment on en est venu à développer cet observatoire, puisque finalement, c'est une petite histoire qui, alors si on peut remonter presque à la création de notre Institut de transition énergétique, mais c'est vrai qu'en 2014, les travaux sur l'analyse de cycle de vie quartier, ils sont encore en grande partie réservés au milieu de la recherche, focalisés aussi beaucoup sur l'échelle du bâtiment. Et il y a l'expérimentation E plus C moins qui permet de préfigurer ce qui deviendra la réglementation RE 2020. Et en fait, en 2018, l'ADEME décide d'explorer la possibilité d'aller au-delà de cette échelle bâtimentaire avec le développement d'une méthode qu'on appelait au début quartier E plus C moins et qui deviendra la méthode quartier énergie carbone. Et donc, les enjeux, ils étaient assez importants, c'est qu'il fallait venir apporter une méthode qui permettrait d'évaluer les opérations d'aménagement en neuf comme en renouvellement en phase de conception, en comptant donc tout ce qui doit être compté dans le cadre d'une opération d'aménagement, donc surtout pas que les bâtiments, mais aussi les espaces extérieurs, les modes de gestion de l'eau, des déchets, etc. Et l'idée, c'était vraiment de pouvoir, en quelque sorte, apporter une forme de, de normes qui permettent de dire, bon, bah, aujourd'hui, si on veut faire une évaluation énergie carbone à l'échelle quartier, comment on compte, qu'est-ce qu'on compte? Et ce qui permettrait aussi d'identifier donc les leviers d'action. Et donc, il y a tout un travail finalement méthodologique qui va être élaboré entre, en gros, 2018 et 2020 pour définir donc cette méthode publique que l'on appellera la méthode quartier énergie carbone, qui a été développée donc, par CSTB, Efficacity, et puis un certain nombre d'autres acteurs, le BE Elliott, HQ Aménagement, Certivea, Effinergie, et je suis sûre que BBCA, sinon j'allais en oublier. Mais donc, on lance officiellement la méthode quartier énergie carbone en 2021. On a toute une phase d'expérimentation très importante de la méthode et du logiciel Urban Print à partir aussi de 2020-2021, avec notamment un appel à manifestation d'intérêt avec la DGALN sur les écoquartiers pour vraiment commencer à regarder finalement est-ce que ça fonctionne, qu'est-ce que ça donne comme information, est-ce que c'est pertinent, intéressant, etc. Et en 2022, on lance donc officiellement le logiciel Urban Print
permet de faire un calcul selon la méthode quartier-énergie-carbone et logiciel qui va permettre à ce que tout un chacun puisse se saisir finalement de cette méthode de calcul. Et donc à partir de 2023, on est vraiment en phase d'accélération. Il y a une forte mobilisation de tous les acteurs de la filière de l'aménagement pour la décarbonation de l'aménagement, mais donc qui nous bénéficie en quelque sorte. La feuille de route de décarbonation de l'aménagement, elle met en avant comme premier levier d'action le fait de connaître, quantifier, spatialiser les émissions de gaz à effet de serre et que cela doit passer par une mobilisation de plusieurs acteurs, donc comme Efficacity, le CSTB, le CEREMA, pour améliorer les méthodes et outils de modélisation des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle de quartiers et d'îlots. Donc, c'est ce qu'on a pu faire avec aussi le soutien de l'ADEME avec la méthode quartier-énergie-carbone. Enjeu aussi de capitaliser et valoriser les bilans, retours d'expérience et données disponibles pour améliorer, répliquer et déployer la méthode. Là, on sent poindre tout l'intérêt de développer un observatoire. Et il y avait aussi l'enjeu de pouvoir encadrer les études d'impact environnemental. Et donc, pour diffuser Urban Print et cette méthode quartier-énergie-carbone, il y a la circulaire écoquartier qui va valoriser l'enjeu de pouvoir avoir des évaluations énergie-carbone sur les opérations. Il y a des appels à manifestation d'intérêt avec des grandes fédérations d'aménageurs qui se mettent en place. Il y a des aménageurs finalement qui sont assez précurseurs et que l'on nomme aménageurs ambassadeurs et qui décident finalement de généraliser cette évaluation énergie-carbone sur leurs opérations. On travaille ensuite, 2024, on continue, mais il y a des échanges, une coopération qui se met en place avec l'autorité environnementale et ses missions régionales, notamment pour les sensibiliser à ce que peut comporter aujourd'hui une évaluation énergie-carbone d'opération d'aménagement. Il y a BBCA qui sort son label BBCA Quartier en s'appuyant sur cette méthode quartier énergie-carbone. On lance aussi un atelier des transitions urbaine qui reprend aussi pour l'analyse carbone cette méthode quartier énergie carbone. On lance aussi une version plutôt dédiée aux collectivités et aux aménageurs en termes d'interface avec Urban Print. Donc en fait, quand on arrive fin 2024, début 2025, bah, on a une centaine de projets qu'on a un peu en visuel qui ont été accompagnés euh, avec cette méthode quartier-énergie-carbone et qui vont constituer finalement bah, le socle de cet observatoire national quartier-énergie-carbone qu'on va mettre en place. L'idée n'étant pas de fournir forcément les évaluations individuelles, parce que là, on se trouve confronté finalement à comment dire, la confidentialité que peuvent donner certains aménageurs à ces données-là. Donc, dans un premier temps, tout l'enjeu va être de pouvoir proposer des analyses macro à l'échelle nationale et régionale sur la base de tout ce volume d'opérations qui ont été accompagnées. Donc, l'observatoire, il a été lancé officiellement tout début juillet 2025. Et donc, aujourd'hui, il est disponible sur le site observatoire-qec.fr. Et donc, pourquoi on a lancé cet observatoire? C'est que finalement, avec toute cette base de 100-150 projets, on s'est dit qu'il y avait finalement quelque chose à faire pour pouvoir accompagner finalement cette transition énergétique et climatique des opérations d'aménagement. Et finalement, on pouvait aussi faire beaucoup de choses que uniquement transmettre ce type de données. Il y avait l'enjeu aussi de pouvoir finalement évaluer chaque année le rythme de décarbonation des projets en France ou par région. Donc finalement, au fur et à mesure, l'intérêt pour nous, ce serait de pouvoir voir dans quelle mesure, année après année ou 10 années après 10 années, on arrive vraiment à identifier cette diminution progressive de l'impact carbone des projets en France. Intérêt aussi de pouvoir identifier les actions qui peuvent être les plus efficaces par grande typologie de projet. Donc, c'est là qu'on va pouvoir réussir progressivement à croiser finalement
les données et les informations que l'on a avec cette base d'évaluation et également valoriser ces aménageurs et ces collectivités, non pas qui ont un bon score, entre guillemets, mais qui réalisent une évaluation carbone et donc qui commencent dès à présent à se poser des questions des impacts carbone des opérations d'aménagement. Donc là, c'était vraiment pour présenter le cadre qui a permis la constitution de cet observatoire. On voit que l'ADEME a été précieux tout au long du développement finalement à la fois de la méthode, de l'outil et de l'observatoire. Et puis, je vais laisser la main à Giovanna pour vous faire une démonstration plus précise finalement de comment il est constitué, la nature des informations qu'on peut y trouver. Et aujourd'hui, on a 101 projets. Il y en a plusieurs qui attendent pour une future actualisation. Mais je vais te laisser la main, Giovanna. Et donc, je vais pouvoir surveiller le chat s'il y a des questions qui sont posées et j'hésiterai pas. Merci. Est-ce que tout le monde voit mon écran déjà? Oui. Super. Donc, effectivement, je vais prendre la suite de la présentation de Morgane en vous partageant directement le site web de l'Observatoire. Là, nous sommes sur la page d'accueil de l'Observatoire. La première chose que s'affiche, c'est des chiffres clés. Les chiffres clés sont organisés en deux tonalités de couleurs. En orange, on a des chiffres clés qui décrivent plutôt le panel de projets et donc une sorte de volume de projets accompagnés. Comme disait Morgane, on a aujourd'hui 101 projets pour environ 1600 hectares de surface modélisée, 1000 hectares de bâtiments modélisés. Et après, on a les chiffres clés qui s'affichent en vert, qui décrivent plutôt les impacts environnementaux et les consommations énergétiques évitées. Si on prend par exemple la première, il y a environ 80 000 tonnes de CO2 équivalent par an d'émissions de GES évitées des projets accompagnés dans l'Observatoire par rapport aux projets de référence grâce aux leviers, aux actions, aux stratégies mises en place par ce projet. La page d'accueil contient aussi, de manière beaucoup plus synthétique, les informations que Morgane vient de nous partager quant à la genèse de ce projet et contient également un lien direct et visuel pour arriver et atterrir sur la carte régionale des projets. On peut y arriver aussi par l'onglet « Données » régionales. Vous voyez déjà, petit spoiler, qu'il y a aussi des données nationales. La cartographie régionale, donc, elle présente une agrégation par région des projets accompagnés dans l'Observatoire. On voit qu'il y a des régions qui sont assez présentes, l'Île-de-France, l'Auvergne-Rhône-Alpes et l'Occitanie. Cela reflète un engagement de certains acteurs qui souvent font appel à nous, à UrbanPrint, pour faire une évaluation environnementale et qu'ensuite il y a un effet boule de neige et continue et ils décident d'évaluer plusieurs projets en même temps. On a la possibilité de cliquer sur une région et je ne vais pas le faire en direct pour un souci de temps, mais d'accéder à la liste des projets de cette région. On peut y accéder également par ici, par le petit onglet « Liste de projets ». Et ensuite, on peut choisir de visualiser la distribution des projets sur toute la France métropolitaine. Bien évidemment, on retrouve les mêmes regroupements parce que les données à la base de cette cartographie sont les mêmes. Donc, on voit qu'on retrouve des polarités autour de Paris et de la Petite Couronne. On trouve des acteurs très engagés aussi autour de Toulouse. Et on peut cliquer. Parfois, on clique sur des projets où c'est marqué « Données non communiquées ». Parce qu'effectivement, ça fait écho à ce que disait Morgane. Nous avons lancé une campagne de partage de données avant le lancement officiel de l'Observatoire. Bien évidemment, tous les 101 projets de l'Observatoire, de manière anonymisée, contribuent aux statistiques et à l'analyse par indicateur que je vous montrerai d'ici peu. Mais il y a certains projets qui n'ont pas permis d'informer par rapport, par exemple, vous voyez ici, la ville d'Antibes-Juan-les-Pins, Eiffage Aménagement, ils nous ont autorisés à identifier et à nommer des projets que nous avons accompagnés. Si vous cliquez sur la liste de projets, donc on a la liste de projets et ici, vous voyez, on retrouve NC, non communiqué. Ça, c'est des projets pour lesquels on ne peut pas nommer le nom de projet, le nom d'aménageur et la commune. On peut
Donc, je vous partage directement la partie indicateur, qui est vraiment le cœur de l'observatoire. Comme vous voyez, il y a 3 grandes familles d'indicateurs. On va partir par le bas. La première famille d'indicateurs qui s'appelle opération d'aménagement, c'est une famille qui décrit le panel de projets accompagnés. Nous avons très fortement voulu garder cette famille d'indicateurs parce qu'on voulait aller au-delà du carbone et de l'énergie. On voulait vraiment donner des indicateurs plus de type contextuel, programmatique, sur la typologie des projets accompagnés pour être transparent et bien comprendre la démarche. On peut, par exemple, choisir ce type d'indicateur-là, la répartition des projets en fonction de la localisation, en zone urbaine, périurbaine et rurale. Aujourd'hui, vous voyez, on n'a pas de projet en rural. Ça fait partie des hasards. C'est parmi les 101 projets accompagnés par l'Observatoire. Aujourd'hui, on n'a pas de projet en zone rurale. Ça ne veut pas dire qu'Urban Print n'est pas en capacité d'accompagner ce type de projet. C'est juste qu'aujourd'hui, parmi les 101 projets, c'est le fait. L'information, elle est transmise en 2 manières. Il y a toujours un graphisme, donc dans ce cas, c'est un camembert, un demi-camembert. Et l'information, elle est associée aussi à une espèce de tableau qui reporte donc les valeurs en nombre de projets et la répartition en pourcentage. Et on a la possibilité également de filtrer et redescendre à l'échelle, donc à la 2e granulométrie présente dans l'observatoire, donc à l'échelle régionale. Par exemple, si on va en Bretagne, on voit qu'il y a dans les 101 projets de l'observatoire que des projets urbains. Et si on va en Nouvelle-Aquitaine, plus ou moins, on voit que la Nouvelle-Aquitaine, elle suit les tendances de la globalité des projets. On peut aussi remarquer que certaines régions, elles sont grisées parce que nous avons fixé un plafond de 5 projets. En fait, s'il n'y a pas au moins 5 projets dans la région, on ne peut pas afficher les indicateurs par la région, par rapport à la région en question. Parce que dans ce cas, on ne pourrait pas respecter l'anonymat et on pourrait clairement identifier les résultats par rapport à un projet spécifique. Si par exemple, on choisit un autre indicateur de cette même famille, on voit que là, on a la répartition des projets par usage majoritaire des bâtiments. Je dis bien majoritaire parce que si on a un projet, par exemple, résidentiel, on met bien dans la note que on définit un projet résidentiel lorsque la part des surfaces utiles des bâtiments résidentiels est supérieure à 75%. Il ne faut pas forcément avoir le 100%. Et ici, comme dans d'autres cas, on a toujours le demi-camembert, les chiffres en nombre de projets et répartition en pourcentage. Et on a un double filtre. Donc, on a la possibilité d'associer au filtre par région le filtre contextuel. Nous avons fait un énorme travail sur la manière dont on communiquait les informations. Donc, le choix des graphismes utilisés, la manière dont on accompagne les graphiques avec les textes, c'était un travail collectif. On a monté un groupe de travail en interne et nous avons choisi, par exemple, d'utiliser seulement 3 types de graphes parce qu'on voulait maximiser nos efforts en termes de pédagogie et de transmission de l'information autour de sujets qui peuvent être parfois un peu complexes. Ce travail n'est pas complètement abouti. Il y a encore du travail, bien évidemment. Mais pour l'instant, en tout cas, nous avons décidé, par exemple, d'utiliser exclusivement des mi-camemberts, des histogrammes et des box-plots. Les 2 premières camemberts et histogrammes sont des types de graphismes assez récurrents et donc plutôt faciles d'accès. La deuxième famille d'indicateurs, c'est levier énergie carbone. Ça sera plus rapide parce qu'aujourd'hui, nous avons un seul indicateur qui fait partie de cette famille. C'est les leviers et les stratégies qui sont mis en œuvre dans les projets accompagnés dans l'observatoire, inclus dans l'observatoire, pour chercher de baisser leur empreinte environnementale. Donc, cet indicateur, il est représenté graphiquement via un histogramme. Il présente à partir d'une liste de leviers d'action qui sont les plus courants en matière d'énergie et de carbone, la répartition en pourcentage, en nombre de projets. Donc, on voit par exemple ici qu'il y a plus de 60%, entre 50 et 60% des projets accompagnés dans l'observatoire
qui font un choix de production solaire, de réseau thermique, de valorisation de biodéchets et de réduction des parkings souterrains. Et il y a d'autres actions, comme par exemple le remploi des terres de chantier, qui est, pour des raisons diverses, moins fréquent et moins récurrent, à hauteur de 28% environ, dans le cadre des projets accompagnés dans l'Observatoire. On a une dernière famille de indicateurs, que c'est ceux qui sont plus techniques, qui donc décrivent les impacts énergie-carbone des projets accompagnés. Alors, pour ces indicateurs-là, nous avons fait le choix de garder le boxplot. Ça fait débat en interne parce que le boxplot, il reste un type de graphisme plus complexe, en tout cas moins diffus, mais en même temps, il s'agit de données très complexes et il fallait arriver à les communiquer. Donc, dans le cas de cette famille d'indicateurs et donc de graphisme en boxplot, nous avons fait le choix de faire un effort d'accompagnement textuel augmenté. Donc ici, il y a vraiment un descriptif de la manière dont on lit un boxplot. Si on veut rester sur cet indicateur qui concerne donc la distribution des émissions de gaz à effet de serre par contributeur, les contributeurs sont les différents postes qui contribuent à l'empreinte d'un projet dans Urban Print. Donc, c'est produits de construction, énergie, déchets, eau, mobilité et chantier. Et on voit donc que de loin, la mobilité, c'est pour tous les projets globalement le poste le plus impactant, suivi par les produits de construction et l'énergie. L'Observatoire a aussi des onglets, les onglets de l'Observatoire, ils sont ici. Il a aussi des onglets plus de type informatif. Morgane, elle vous a partagé l'importance de la méthode QEC qui, à la base, est sous-jacente donc, à tout ce travail. Ici, donc, on a repris les éléments de la méthode qui est détaillée dans l'onglet méthode QEC. On a aussi une première dans le sous-onglet publication analyse thématique. On a également une première analyse macro qui, par contre, ne concerne pas totalement la totalité des projets. Au contraire, elle est relative à un petit panel de projets de l'Observatoire. Ça fait partie des évolutions et des travaux qu'on aurait envie de pouvoir faire prochainement. Et je vais peut-être terminer avec la procédure de soumission d'un projet. Comme disait Morgane, à la base de l'Observatoire, il y a des données qui viennent d'Urban Print. Urban Print, le fichier à la sortie d'Urban Print, c'est un fichier JSON, c'est un format informatique. Donc, pour soumettre un nouveau projet, ça peut se faire soit via l'onglet Contact, mais tout simplement, ça prend 5 minutes. Ça a été conçu exprès pour que ça soit très rapide. Donc, il faudra remplir le formulaire, compléter un PDF d'autorisation de données qui se télécharge. Dans ce PDF d'autorisation de données, il y a la possibilité de choisir 2 niveaux de partage. Je vais peut-être le partager rapidement. Il y a un premier niveau de partage, qui est celui que vous voyez sur la cartographie, où le porteur de projet nous permet de partager les informations, nom de projet, nom de l'aménageur, localisation, démarche écoquartier. Et il y a une validation élargie qui nous permettrait de partager vraiment les résultats relatifs à un projet spécifique via la création de fiches de retour d'expérience. Ça fait partie aussi des nos suites pour l'Observatoire. Donc, une fois compléter le PDF et télécharger le JSON, il faut tout zipper, rentrer les différents champs et juste cliquer sur soumettre le projet. Donc, pour moi, je pense d'avoir tout dit. Je laisse la parole à Inès. Merci beaucoup, Giovanna Togo et Morgane Colombert pour cette présentation. On voit bien que voilà, c'est une ressource très utile pour objectiver l'impact des mesures qu'on peut prendre sur un projet sur le bilan carbone. Peut-être juste une clarification. Les projets qui peuvent être soumis à l'Observatoire, à quelle étape ils peuvent être rentrés? Je veux dire, c'est forcément dès la phase de conception ou est-ce qu'ils peuvent rejoindre l'Observatoire un peu plus tard, même s'ils n'ont pas suivi la méthode depuis la phase conception, depuis le début? On ne t'entend pas, Morgane. Oui, en fait, c'est une fois qu'ils ont fait une évaluation dans le tableau qui précise les différents projets qui sont présents. On indique quand a été réalisée l'évaluation quartier énergie carbone, ce qui permet pour les personnes notamment qui sont sachantes de l'opération
de savoir à quel moment cette évaluation elle a été réalisée dans le process comment dire, d'opération d'aménagement. Donc, actuellement, on n'a pas forcément les chiffres en tête, mais dans l'observatoire, on doit avoir des projets qui sont soit en phase très amont de conception, soit qui étaient déjà en phase chantier au moment de la réalisation de l'évaluation. Mais donc, on n'a pas enfin, il n'y a pas de contrainte par rapport à quand a été réalisée l'évaluation. D'accord. Et alors, donc, vous avez évoqué rapidement la possibilité d'amélioration d'une V2. Peut-être que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, peut-être les perspectives d'évolution de cet outil, ce que vous avez en tête, Oui. Giovanna ou Morgane. Bah, du coup, effectivement, ça va bientôt partir une deuxième campagne d'autorisation. L'idée, c'est d'avoir plus d'autorisation, plus de JSON et aussi avoir la possibilité de solliciter les porteurs de projets à avoir des autorisations de type 2, celles que nous, on appelle élargies, parce que c'est qu'on voudrait introduire dans les évolutions de l'observatoire, ça serait des fiches REX permettant donc de mettre en avant des projets et des actions et des stratégies qui ont été vertueuses, en tout cas qui sont innovantes. On voudrait aussi travailler sur la pédagogie. La pédagogie de l'information, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Donc, il faudrait intégrer des nouveaux indicateurs, améliorer les textes, mais également, on avait en tête de réaliser un glossaire parce que c'est vrai qu'il y a plein d'acronymes et des langages qui sont parfois un peu techniques et qui mériteraient d'avoir des éléments de langage de simplification. Le gros chantier concernera certainement une étude macro élargie, parce qu'aujourd'hui, on a dit qu'on a une étude macro, mais que cette étude macro, elle est quand même restreinte à un petit nombre de projets. Et on voudrait pouvoir mener une étude macro sur la totalité des projets accompagnés et aujourd'hui dans l'observatoire, pour que l'observatoire il puisse à terme véritablement se proposer comme un baromètre national pour se positionner et comprendre quelles sont les grandes tendances. Et on voudrait aussi travailler sur l'effet communauté. En fait, c'est un peu la base des communs, hein, de faire une communauté. Ça a été, la communauté, elle existe. Elle a contribué au développement aujourd'hui de l'Observatoire parce que nous avons travaillé via des ateliers avec les acteurs concernés qui ont remonté les besoins. Mais donc, aujourd'hui, on aurait besoin de retravailler avec la communauté, éventuellement l'élargir pour pouvoir remonter des nouveaux besoins, pour pouvoir partager des projets, mais aussi on avait une envie qui était celle de transformer l'observatoire comme une sorte de réceptacle collectif autour de la question de la pédagogie, carbone, énergie. Et donc, on voudrait fournir des textes euh, explicatifs, mais on ne voudrait pas être les seuls à porter ce travail. On voudrait vraiment faire en sorte que tout le monde puisse y travailler et partager ces éléments donc, au sein de l'Observatoire. Et je me posais une question parce que quand on a déroulé, en tout cas l'échelle régionale, parmi les régions, on avait exclusivement des régions métropolitaines. Est-ce que le fait d'élargir à des départements d'outre-mer, ça fait partie de vos projets? Alors aujourd'hui, Urban Print, il y a des études pour pouvoir utiliser Urban Print dans les territoires d'outre-mer et notamment à La Réunion. Je parle sous contrôle de Morgane. Mais donc aujourd'hui, les projets actuellement accompagnés sont exclusivement en France métropolitaine. Mais donc dans un futur, potentiellement, oui. Très bien, merci beaucoup. On a une question pour vous dans le chat de Valérie Plette, ou Play, je ne sais pas si je prononce correctement, qui travaille sur les questions d'éco-conception et d'économie de la fonctionnalité à l'ADEME, qui demande si on peut avoir un exemple sur l'indicateur valorisation organique. Alors, j'ai vu la question, je ne sais pas si elle a la possibilité de prendre la parole, mais j'ai pas forcément très bien saisi parce qu'en fait, la valorisation, alors ça devait être en lien avec la valorisation des biodéchets. C'est un des leviers d'action qui est présent et dont on évalue l'impact avec la méthode quartier énergie carbone. Mais on n'a pas enfin, on n'a pas d'indicateur de valorisation organique. Donc,
pas, Giovanna, si tu avais un complément, Ah, mais non, ouais. aujourd'hui, on Mhm. travaille sur les macro-familles des contributeurs, donc les indicateurs, ils parlent globalement de l'indicateur déchets, mais pas des actions sous-jacentes à la famille déchets, à laquelle il y a effectivement aussi la valorisation organique. Mais c'est un point intéressant, effectivement, ça pourrait nous questionner pour la suite de l'observatoire et pour les nouveaux indicateurs qu'on voudrait mettre en place, de pouvoir mettre en avant des indicateurs spécifiques à ce sujet-là. Alors, on a un complément de Valérie qui complète sa question, euh, qui dit que l'ANRU et l'ADEME Île-de-France ont lancé un questionnaire sur ce sujet. Voilà, mais malheureusement, elle ne peut pas prendre la parole, le micro est coupé. Bah, En on tout cas, à regardera. suivre. Ouais. À suivre. Et n'hésitez pas voilà, à poser des questions à Giovanna et à Morgane dans le chat. On pourra reprendre le temps de répondre à vos questions en fin de webinaire. Il n'y a pas de souci. On va avancer. On va tout de suite passer la parole à Francesca Barbera et à Inès Filono, donc du Bureau d'études environnementales Tribu, qui vont nous présenter un travail cartographique qui a été réalisé sur la commune de Toulouse pour essayer d'identifier avec les usagers des espaces refuges, comme on dit. Et donc voilà, elles vont nous présenter le commun, la méthode qui ont été développées à cet égard. Je vous laisse du coup, Francesca et Inès, prendre la main sur le partage d'écran et je vous laisse prendre la parole. Ben, c'est parfait. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, parfaitement. Eh bien, parfait. Du coup, effectivement, on va faire aussi une présentation en duo. Donc, je suis Francesca Barbera, je suis chef de projet au pôle urbain donc, des tribus et je suis accompagnée par ma collègue Inès, également chef de projet à Tribu. Donc, Tribu est un bureau d'études qui est spécialisé dans la conception éco-responsable et qui travaille vraiment à toutes les échelles du bâtiment jusqu'au grand territoire. Nous travaillons dans les cadres des missions d'assistance à la maîtrise d'ouvrage ou des maîtrises d'œuvre. Et finalement, on a pu développer ce projet des commandes, donc la cartographie participative des refuges climatiques, dans le cadre des travaux de recherche et développement que du coup, on mène notamment sur les questions de confort thermique et d'adaptation au changement climatique. Et effectivement, comme dans les cas précédents, ce projet de commun, du coup, a été lauréat de l'appel à commun de 2023 de l'ADEME. Il visait à répondre du coup au défi d'améliorer la résilience des territoires et des habitants donc face au changement climatique. C'est un projet qu'on a mené en collaboration avec deux laboratoires de l'Université de Toulouse, le LIST et le LMDC, dans le cadre aussi de la plateforme POPSU Transition, qui est une plateforme du coup de recherche notamment sur les questions de confort métropolitain, notamment du coup sur la métropole de Toulouse. Et on a collaboré également avec la métropole de Toulouse dans le cadre du coup aussi de leur plan d'action pour l'adaptation au changement climatique, donc Toulouse plus fraîche, qui vise aussi dans ces axes du coup la réalisation d'un réseau d'espaces refuges à horizon 2028 sur le territoire de la métropole. Donc, ce projet s'inscrit dans un contexte assez dynamique d'action-recherche et il vise du coup à développer deux volets. Plutôt donc l'outil effectivement participatif et numérique des cartographies qui va permettre du coup de repérer les espaces potentiels où ces réfugiés en période de forte chaleur et la mise en place également d'une démarche participative et des co-créations de la cartographie avec vraiment une démarche d'animation et sensibilisation autour de la notion d'espace refuge. Voilà, le constat est clair. Le changement climatique produit donc des hausses généralisées des températures et aussi une intensification et des périodes de canicule qui deviennent de plus en plus fréquentes. La métropole de Toulouse, qui est un peu notre territoire pilote, on est témoin en 2023, on a enregistré 12 jours de vagues de chaleur avec des pics de température qui ont dépassé les 42 degrés. À ces aspects-là, il s'ajoute aussi la question
voilà, de la surchauffe urbaine, voire même des îlots de chaleur urbains qui, du coup, accentuent du coup, ce changement, enfin, les effets du changement climatique. Il s'agit du coup vraiment des questions qui ont un impact direct sur la santé. Et c'est pour cela que les questions d'adaptation au changement climatique, elles sont de plus en plus inscrites dans les documents de planification territoriale. Mais aujourd'hui, en plus de ces actions un peu sur le long terme, il est important aussi de pouvoir développer du coup des stratégies d'adaptation qui soient plus flexibles et opérationnelles, qui puissent s'appuyer sur les infrastructures existantes dans la ville et qui puissent du coup répondre aux besoins immédiats dans les situations de forte chaleur. Et c'est pour ça que du coup, on s'est arrêté sur la question vraiment des espaces refuges. Mais voilà, qu'est-ce que c'est effectivement un espace refuge? Mais c'est voilà, un lieu extérieur ou intérieur où on retrouve du réconfort thermique lorsqu'on est exposé à des conditions atmosphériques qui sont particulièrement stressantes, donc en période de forte chaleur. L'objectif pour nous n'était pas vraiment de définir par une définition exhaustive voilà, l'espace refuge, mais on a quand même eu un travail de définition et délimitation un peu des critères qu'on a pris en compte du coup dans la caractérisation des espaces refuges. Donc, comme je disais tout à l'heure, ce sont des espaces publics, donc des espaces extérieurs comme des jardins, des parcs, des squares, ou des espaces intérieurs, donc plutôt des équipements publics comme des bibliothèques, des médiathèques, voilà, ou d'autres espaces dans la ville. Il s'agit d'espaces qui sont accessibles à tous, donc ouverts au public, gratuits d'accès. Et puis, bien entendu, il y a toutes les notions d'espace confortable qui portent évidemment sur les questions de confort thermique, donc les aspects liés à la fraîcheur, à la présence de la végétation, l'ombrage, la présence d'eau. Mais on s'est vite fait rendu compte, et dans les échanges avec l'équipe des chercheurs qui du coup travaillent vraiment sur ces notions d'espace refuge dans le cadre de la plateforme POPSU, mais aussi dans les échanges qu'on a eus avec les habitants lors des ateliers, on s'est vite fait rendu compte que cette notion de confort, elle dépasse aussi les questions de confort technique, mais concerne aussi d'autres critères comme voilà, la possibilité d'avoir accès à l'eau potable, de s'asseoir, d'avoir accès à certains services, aux toilettes, etc. Et donc, du coup, l'objectif est de compléter un peu la démarche qui est descendante et qui vise un peu à définir, à donner une notion précise des objectifs qui caractérisent un espace refuge par une démarche qui est plus ascendante et qui est vraiment centrée sur les vécus des habitants, sur leurs usages, leurs besoins, et qui cherche du coup vraiment à repérer les espaces intérieurs et extérieurs qui sont appréciés et pratiqués en période de forte chaleur dans la ville. Donc, une démarche à 100% participative, et comme je disais tout à l'heure, elle est structurée sur 2 volets. Pour nous, c'était vraiment important le volet d'animation et sensibilisation et mobilisation du coup des habitants, mais même voilà, des services de la ville autour de la question de l'adaptation au changement climatique et du coup autour de la question des espaces refuges. Et pour ce faire, du coup, on a organisé 4 ateliers sur différents quartiers de la métropole qui ont été du coup l'occasion d'échanger en petit comité avec une quinzaine, vingtaine des participants par atelier. Ils étaient l'occasion du coup d'échanger autour des enjeux de la surchauffe urbaine et puis vraiment aussi bien comprendre quelles sont les pratiques et les stratégies d'adaptation locales et individuelles des participants. Il y a eu du coup sur ces ateliers de premier temps qui ont permis effectivement voilà, une première connaissance qui nous a permis un peu d'identifier les profils des différents participants, mais aussi un moment plus de mise en récit sur une journée type sur la période caniculaire. Et tout ça nous a permis du coup une mise en situation pour après travailler vraiment sur la cartographie, ce qui nous a permis du coup d'identifier collectivement les refuges climatiques pratiqués par les habitants sur la métropole et de comprendre aussi quels étaient les critères qui les habitants allaient rechercher pour voilà, sortir de chez eux et du coup aller vers d'autres lieux pour retrouver du confort thermique. Et effectivement, cette démarche d'animation des ateliers, pour nous vraiment partie prenante du commun,
Et c'est pour ça qu'on a prévu dans les livrables du commun aussi un kit d'animation, un véritable guide pour l'organisation et la structuration d'un atelier habitant type, donc sous les temporalités et les méthodologies d'animation que je viens de présenter. Voilà, démarche participative, le deuxième volet, bien entendu, c'était la création d'une cartographie du coup numérique et participative, à 100% participatif, qui doit permettre du coup aux habitants de partager les lieux vers lesquels ils y vont en période voilà, de forte chaleur, des canicules, mais aussi de chercher l'information. L'idée, c'était vraiment de créer une plateforme qui soit vivante et collaborative entre les habitants, mais aussi avec la collectivité, puisque l'idée de cet objectif, de ce projet, c'est bien aussi que la collectivité elle puisse récupérer la donnée habitant pour orienter aussi les actions politiques. Pour créer cet outil cartographique, on s'est appuyé du coup sur GoGoCarto. On a eu des longues réflexions sur l'outil le plus adapté pour développer effectivement la cartographie numérique. GoGoCarto, finalement, c'est un outil qui est libre d'accès et qui est assez intuitif, avec une interface assez facile pour la prise en main aussi pour des personnes qui sont non sachants. Et il est possible de consulter du coup la cartographie tant sur un ordinateur que sur un téléphone portable par un simple lien Internet. Une deuxième question aussi méthodologique qui nous a permis aussi du coup de définir l'interface de la cartographie, c'était la cartographie des bases. On voulait justement que cet outil soit 100% participatif, mais on souhaitait aussi commencer à intégrer de l'information pour surtout essayer d'accompagner la saisie habitant. Donc l'idée, c'était pas d'intégrer déjà des espaces refuges, mais de donner des premiers repères donc qu'on a appelé lieux potentiels, qui sont issus de la base des données OpenStreetMap, qu'on a choisi du coup parce que c'est une base de données qui est disponible sur l'ensemble du territoire français, voire au-delà, et qui va permettre du coup aussi de déployer cette démarche, cette cartographie sur d'autres territoires. Et en gros, ces lieux potentiels, ils vont permettre aux habitants de se saisir de la cartographie, trouver des repères et les fonctionnalités principales. Mais du coup, je laisserai la parole maintenant à ma collègue Inès pour bien présenter l'outil. Ils sont vraiment la découverte des nouveaux espaces refuges qui ont été partagés par d'autres habitants, la saisie et le partage des espaces vers lesquels en tant qu'habitant, on va en période de forte chaleur. Et puis, on a la possibilité aussi de compléter et modifier du coup les lieux déjà repérés. Mais du coup, Inès, j'arrête le partage, je te laisse la main. Merci Francesca et bonjour à toutes et tous. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, parfait. Très bien. Du coup, l'idée, c'est de vous donner à voir un peu cette cartographie qui a fait l'objet d'un des objectifs de ce projet, en se mettant en l'occurrence à la place d'un habitant qui arrive sur cette cartographie. Je vais zoomer sur Toulouse, parce que c'est là où c'était notre territoire d'expérimentation, donc c'est là où on retrouve les refuges climatiques aujourd'hui. La première chose qu'on peut faire quand on arrive sur cette cartographie, ça va être de pouvoir naviguer sur la cartographie et découvrir les refuges qui ont déjà été identifiés par les habitants. En l'occurrence, c'est les points bleus. L'idée, c'est que les usagers les utilisateurs de cette cartographie, ils puissent filtrer ces refuges climatiques en fonction de critères, de différents critères. Les critères sur lesquels on a travaillé dans le cadre de ce projet, on a travaillé sur ces critères-là et ceux qui ont été identifiés, ça a été le ressenti fraîcheur. Est-ce que ce refuge climatique, il est confortable le matin, l'après-midi, le soir, toute la journée? Est-ce qu'on a de l'ombrage dans ce refuge climatique? Est-ce qu'on a des espaces en eau qui sont présents? Est-ce qu'on a accès à de l'eau potable? De quelle typologie d'espace on parle? Est-ce qu'on peut y retrouver des services complémentaires? Donc, espace adapté aux enfants? Est-ce qu'on a des places assises? Est-ce qu'on a des toilettes publiques? Est-ce que c'est gratuit? Est-ce qu'on a un espace climatisé? Donc, l'idée, c'est, comme le disait Francesca tout à l'heure, c'est de pouvoir aller au-delà du seul critère thermique pour que ça puisse correspondre aux besoins de différents profils d'habitants. Typiquement, si on est en famille ou si on est une personne âgée, on n'aura peut-être pas les mêmes besoins et les mêmes aménités à trouver dans ces refuges climatiques.
Donc tous ces critères-là donc ces filtres, on les retrouve aussi quand on clique sur un refuge climatique. On va retrouver tous ces éléments qui ont été renseignés par d'autres habitants. En l'occurrence, c'était lors des ateliers habitants ou alors lors de la participation estivale à Toulouse Métropole. Donc ça, c'est la première chose, en tout cas, découvrir et naviguer sur la cartographie. La deuxième fonctionnalité, ça va être d'ajouter un refuge climatique. Il y a deux manières de le faire. Ça va être soit on vient interagir avec ces éléments en gris qui sont les lieux potentiels, donc tous les données qu'on a, nous, importées dans cette cartographie pour éviter la carte blanche et pour donner des lieux de repère un peu spatialisés. Donc s'il s'avère qu'un habitant pratique un lieu comme refuge climatique, par exemple ce parc-là, il va pouvoir venir cliquer sur cet espace-là, proposer une modification, et auquel cas il arrive sur un formulaire où il va devoir remplir un certain nombre d'informations qui correspondent au filtre que j'ai pu présenter précédemment, et où du coup l'idée c'est il va donner les indications de ressenti fraîcheur, période de confort, etc. Et à la fin, au moment de la validation, quand tout sera validé, le point va passer de gris à bleu, donc va être considéré comme un refuge climatique. De la même manière, si le refuge n'est pas identifié dans les lieux potentiels, on peut directement ajouter un refuge climatique. Et de la même manière, on a un formulaire sur lequel on doit répondre à un certain nombre d'éléments et de critères qui sont les mêmes que ceux précédemment. Et au moment de la validation, le point va directement apparaître sur la cartographie. Un autre élément pour les utilisateurs de cette cartographie, c'est ils peuvent aussi interagir avec les données qui ont déjà été renseignées par d'autres habitants en proposant des modifications s'ils estiment que les informations renseignées n'étaient pas correctes ou incomplètes, et ou signaler une erreur s'il y a un problème sur un point, et l'erreur sera alors répertoriée. Enfin, en tout cas, les administrateurs pourront regarder ce qui a été signalé. Pour accompagner l'utilisateur et l'habitant sur cette cartographie, on a une page d'introduction, une première page qui permet de recenser un peu tout ce que j'ai déjà pu dire sur un peu guider l'utilisateur sur pour qui et par qui, comment est-ce qu'on participe, expliquer les différentes fonctionnalités, expliciter les différentes catégories de filtres, et faire un petit retour sur la démarche du projet. Donc ça, c'était pour vous donner à voir un peu cette interface ici, plus utilisateur. Je vais changer juste ma page hop, mince. Hop, l'idée, c'était de vous faire voir du coup cette interface utilisateur, mais plutôt côté habitant. Un des objectifs de ce projet, c'est aussi de pouvoir donner les moyens à des porteurs locaux de s'emparer de cette démarche-là, au-delà de Toulouse Métropole en l'occurrence. Alors Inès, pardon, là, ouais. si vous pouviez mettre en plein écran parce qu'on voit toute votre Ah. interface à vous de travail. Ah mince, pardon. Alors. Sinon, tu me dis, je peux partager si tu veux, comme tu veux. Ouais, bah peut-être que ce sera plus simple. Je vais essayer. Je veux bien que tu partages, Francesca. Normalement, vous devez revoir mon bon. écran. Ouais. Pardon, merci. Du coup, l'idée c'était de vous montrer cette interface plutôt du coup côté habitant. En l'occurrence, du coup, avec cette application sur le territoire de Toulouse Métropole. Un des objectifs du projet, c'était de permettre la reproductibilité du projet sur d'autres territoires et de permettre et de donner les moyens à des porteurs locaux du projet de s'emparer de cette démarche-là. Donc ça peut être des collectivités ou même des associations. À cette fin, l'idée c'était aussi de donner un certain nombre de d'accorder, enfin de permettre à ces porteurs locaux d'avoir accès à un certain nombre de fonctionnalités, notamment sur la cartographie, qui correspond notamment au fait de pouvoir être autonome dans le fait d'importer les données OpenStreetMap, donc les lieux potentiels, de pouvoir aussi exporter les données habitantes qui ont pu être repérées pour pouvoir peut-être les croiser avec d'autres données internes, pouvoir éventuellement les intégrer dans des pistes d'action liées à l'adaptation au changement climatique.
C'est aussi pouvoir accéder à la possibilité de modérer à l'échelle locale les lieux qui ont pu être renseignés, pouvoir aussi accéder aux statistiques d'utilisation de cette cartographie et pouvoir permettre aussi, on l'espère, accès à une communauté de porteurs locaux qui aura pu se développer. Du coup, on a ces trois profils-là. On a les utilisateurs locaux qui sont plus les habitants, on a les administrateurs locaux, et après, il y a Tribu qui va être plus l'interlocuteur, le premier interlocuteur pour les administrateurs locaux pour lancer et accompagner cette démarche. Et je laisse Francesca prendre la suite. Effectivement. Du coup, le bilan un peu final déjà, sur Toulouse, c'est plutôt positif parce que finalement, pardon, j'arrête de bouger. Effectivement, sur Toulouse Métropole, c'est plutôt positif. Il y a eu déjà différents dispositifs participatifs qu'on a mis en œuvre, donc les 4 ateliers, comme on l'a déjà dit. Il y a eu également un questionnaire en ligne qui a été du coup publié sur une page du site des participations citoyennes qui était dédiée à la démarche du coup de la cartographie participative. Effectivement, sur cette page, on avait des informations sur l'avancement de la démarche, les ateliers, les différents la publication aussi de la cartographie en ligne qui s'est fait début juillet. Et comme je disais, il y a eu un questionnaire qui a été également mis en ligne et qui a permis un peu de poser des questions déjà en amont de l'organisation des ateliers aux habitants pour bien comprendre quelles étaient leurs pratiques, usages en période de forte chaleur, quelles étaient les caractéristiques recherchées vers les lieux de destination plus frais. Et du coup, tout ce travail et toute cette analyse, elle est d'ailleurs inscrite dans les rapports finaux qu'on a pu réaliser pour l'ADEME, et elle a servi vraiment à alimenter les réflexions autour des fonctionnalités de l'interface de l'outil cartographique. Donc, après le bilan, c'est assez positif. On a eu quand même 80 lieux qui ont été saisis sur la cartographie spécifique au territoire de Toulouse Métropole. Et aujourd'hui, l'objectif, un peu comme déjà Inès l'a annoncé, c'est bien de pouvoir du coup profiter de ces données. La métropole de Toulouse a prévu du coup d'ici l'été prochain de les intégrer aussi dans l'open data de la métropole, mais également dans la cartographie plus institutionnelle des lieux de fraîcheur, en les indiquant et valorisant vraiment telle qu'une donnée habitant. Et il y a des questions par contre encore qui sont en cours de pérennisation de cette démarche et notamment d'ancrage local aussi avec nos partenaires locaux, les laboratoires. On est en train de contacter des associations et des communautés des quartiers pour pouvoir aussi avoir un portage citoyen plus durable dans la continuité et pouvoir relancer du coup la démarche l'année prochaine. Plus généralement, même dans les échanges qu'on a eus avec d'autres collectivités, il s'avère que finalement, quand même, cette approche participative, elle peut être assez pertinente et intéressante et utile aussi pour les collectivités pour pouvoir orienter les actions politiques et mettre en place, du coup, vraiment un réseau d'espaces refuges à l'échelle de leur territoire. Il reste néanmoins encore un défi de pérennisation de l'outil, mais qui est je pense, normal compte tenu du temps aussi de développement qu'on a eu jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a la question de l'ancrage local, mais aussi la question que, comme on l'a déjà dit, c'est en commun. Il faut créer une communauté autour de cette ressource et il faut aussi, du coup, s'assurer que cette ressource elle puisse être déployée sur d'autres territoires et d'autres collectivités. Et c'est un peu les travaux qui sont en cours aujourd'hui pour assurer justement cet déploiement. Voilà. Nous avons un peu compris. Merci beaucoup Francesca Barbera et Inès Filono pour cette présentation. Alors je rebondis sur ce que vous venez de dire. Vous disiez que l'idée c'était de pouvoir utiliser ensuite cette donnée habitante pour orienter les politiques publiques. Quel type de politique publique on pourrait attendre de cette donnée habitante? C'est justement d'identifier là où il y a une pénurie, par exemple, d'espaces refuges et du coup de pouvoir corriger le tir. Qu'est-ce qu'on peut attendre concrètement? Alors là, dans les cas spécifiques, on identifie les espaces refuges comme des espaces refuges potentiels. Donc, c'est des lieux vers lesquels les habitants y vont spontanément, mais ce n'est pas peut-être des lieux qu'ils ont investis déjà par une action politique. On assure l'ouverture et l'accueil en période vraiment de forte chaleur. Donc, l'idée déjà, c'est orienter un peu le choix des lieux sur lesquels investir une action spécifique
d'ouverture et des mises en place voilà, en période de forte chaleur, en s'appuyant sur déjà le repérage des lieux qui sont aujourd'hui fréquentés et aimés et pratiqués par les habitants. Et après, effectivement, il y a aussi cette question de besoin et identifier aussi les quartiers qui sont en manque des lieux peut être du coup important pour pouvoir du coup mettre des actions en place et cibler aussi du coup voilà, les solutions et peut-être des nouveaux lieux à créer dans ces quartiers en manque. Mhm. Et Et enfin, l'enjeu des communs, vous l'avez souligné aussi, c'est aussi celui de la réplicabilité. Hein, puis c'était Loïs qui le disait tout à l'heure, hein, de pouvoir après massifier. Est-ce que vous parliez des échanges avec d'autres collectivités qui ont manifesté leur intérêt pour cette démarche, cet outil, avec qui vous êtes en pourparlers peut-être? oui, oui, effectivement, la dynamique est encourageante. On a, depuis qu'on a du coup publié la cartographie en début de l'été dernier, on a du coup commencé aussi à communiquer autour de cette cartographie. On a eu pas mal de manifestations d'intérêt. Aujourd'hui, on a une dizaine de collectivités, donc des métropoles, des départements qui seraient intéressés à mettre en place la démarche. Donc, on a pu faire déjà des réunions un peu d'information. Et l'idée, effectivement, c'est de les accompagner pour qu'ils puissent du coup déployer le volet animation, sensibilisation avec l'organisation d'ateliers et d'autre part aussi configurer la cartographie sur leur territoire et pouvoir du coup mettre en place la démarche. Et donc, effectivement, les kits dont on a parlé, ils servent aussi à cette prise en main un peu en autonomie du projet, du commun. Et puis après, voilà, justement, on est là pour les accompagner également. Merci beaucoup pour ces compléments d'information. Je vais vous partager plusieurs questions qui vous ont été adressées sur le chat. On a Françoise Berthet, directrice de l'aménagement et de l'urbanisme à la ville de Grenoble, qui pose plusieurs questions. Y aura-t-il une mission de contrôle sur la cartographie? Ça pose la question de la modération, hein, et puis en cas de parasitage, et si oui, qui? Est-ce que cet outil, et j'imagine aussi les ateliers sont ouverts oui, c'est ça. Est-ce que cet outil de cartographie est ouvert uniquement aux participants qui ont suivi les ateliers de sensibilisation ou à tous? Et dernière question, quel coût, quel maître d'ouvrage? Et puis une autre question, j'en profite du CEREMA, c'est Noélie Carretero qui la pose, qui est ingénieure au CEREMA. Est-ce que vous caractérisez dans vos filtres l'accès pour les personnes à mobilité réduite? Peut-être sur les questions de modération, effectivement, aujourd'hui, la modération, elle sera faite, enfin, elle est prévue d'être faite par les administrateurs locaux, enfin, en tout cas, les porteurs locaux de la démarche. Donc, l'idée, c'est effectivement d'avoir un regard, eux peuvent avoir un regard sur l'information qui est renseignée. Ça a été un sujet de réflexion sur quelle modération on appliquait pour ce projet. Ce qu'il en est ressorti en tout cas des échanges nous avec l'équipe de projet et avec les habitants, c'était qu'on restait sur une validation automatique des lieux qui étaient renseignés avec une modération effectivement qui se fait du coup de la part des porteurs locaux, ce qui implique effectivement un temps de modération plus ou moins important en fonction du nombre de participants durant l'été. Par rapport à l'ouverture de cette cartographie, non, elle est ouverte à tout le monde. Enfin, l'idée, c'est d'avoir qu'on ait participé ou non à des moments d'atelier ou de sensibilisation sur la thématique des refuges climatiques et de la surchauffe urbaine. L'idée, c'est qu'on puisse accéder enfin, on puisse diffuser cette cartographie à tout un chacun. Et en parallèle des ateliers qui pourraient être faits. J'enchaîne un peu les questions, mais du coup, pour la question sur l'accès PMR, effectivement, c'est une question qui est revenue effectivement aussi et qui est très intéressante sur la question effectivement de l'accessibilité à toutes et tous. On avait réfléchi à effectivement mettre un critère, enfin proposer un critère sur l'accessibilité PMR. Il s'est avéré qu'on restait sur une démarche très participative. Il y avait plusieurs éléments, c'est qu'en fait les habitants sont pas forcés. Enfin, le premier élément, c'est qu'il y a une diversité de situations de handicap qui rendent difficile la caractérisation de l'accessibilité PMR.
Et la deuxième chose, c'est que c'est pas forcément évident pour un habitant de savoir si un espace est accessible PMR ou non. Du coup, on risquait d'avoir vraiment un manque d'informations, avec en plus une information qui était très limitée parce qu'il aurait fallu avoir plusieurs types d'accès PMR. Donc, et enfin, ça pouvait rendre enfin, plus complexe en tout cas cette caractérisation des refuges climatiques et même dans les filtres en termes de lisibilité. Du coup, on a fait le choix aujourd'hui de pas forcément le mettre en tant que critère. Après, c'est quelque chose qui pourrait être renseigné éventuellement dans une description à la fin du formulaire, qui est un peu un espace un peu plus libre, un peu plus libre. Il y a une Et dernière question sur les espaces dédiés dans le métro. Est-ce que la RATP Île-de-France Mobilité, alors là en l'occurrence à Toulouse c'est TCO le gestionnaire, mais ont été identifiés comme partenaires pour le déploiement? Aujourd'hui, à ma connaissance, en tout cas pour Toulouse Métropole, il n'y a personne qui a répertorié de points liés au réseau de métro. Après, de la même manière, on reste sur une démarche participative et habitant. Donc en fait, n'importe quel lieu pourrait être en soi répertorié, que ce soit un cinéma, une bibliothèque ou une station de métro. Donc, à voir si à l'avenir, ça peut être des endroits qui sont répertoriés, mais aujourd'hui, en tout cas, il n'y a pas de lieux qui sont enfin, de lieux qui ont été identifiés de ce côté-là. Et une autre question de Julia Labrosse, chef de projet SIG et développement territorial au conseil départemental de Seine-Saint-Denis, qui demande dans quel format est-il possible d'exporter les données de la Cartou? Bah, les formats enfin, sous lesquels on peut exporter, ça va être Excel. On peut aussi l'exporter en format géographique, enfin de données géographiques. Donc c'est assez diversifié. Et après, même pour Toulouse Métropole, ils avaient récupéré une API. Enfin, on avait passé une API pour qu'ils puissent le transférer directement dans leur base de données. Donc il y a différentes possibilités d'export des données sous différents formats. Et je me permets juste, il y avait la question effectivement que vous aviez rappelé Inès sur les coûts et la maîtrise d'ouvrage. Sur les coûts du projet, en soi, on reste sur un projet de commun, donc enfin, il y a pas. En tout cas, nous, en fait, on transmet, va être diffusé un kit méthodologique de prise en main de la démarche ainsi qu'un kit d'animation. Donc en soi, l'idée, c'est que cette démarche, elle puisse être reproductible en autonomie pour tout porteur local de projet qui voudrait s'emparer de cette démarche-là. Et après, nous, on a une posture d'une part, de- pour, pour introduire à cette démarche-là, pour donner les accès d'administrateurs locaux, et éventuellement pour accompagner aux besoins. Ça peut prendre différentes formes, mais on pourrait éventuellement accompagner. Mais ça, en tout cas, l'idée, c'est en tout cas de laisser en autonomie les porteurs de projets s'ils se sentent, s'ils en ont les moyens. Merci beaucoup Inès et Francesca pour ces éléments. Peut-être avant de passer la parole à Valérie Peugeot, qui est notre grand témoin ce matin, qui va rebondir, réagir et apporter de l'eau au moulin, si j'ose dire, à notre réflexion. Juste vous partager une question qui est intervenue après coup à destination de Giovanna et de Morgane sur l'Observatoire Quartier Énergie Carbone pour savoir si l'ANRU était un partenaire de cette méthode, de ce commun. Non, c'est pas un partenaire aujourd'hui. On discute régulièrement avec eux parce que, enfin voilà, c'est sûr, il y a quelques projets en rue qu'on a pu accompagner, mais aujourd'hui c'est pas un partenaire. Très bien. Mais merci en tout cas à vous quatre pour ces retours d'expérience. Évidemment, si vous avez des questions encore à adresser à nos invités, n'hésitez pas à les poser en clôturant ce webinaire. On prendra le temps d'y répondre. Mais tout de suite, donc, je vais laisser la parole à Valérie Peugeot, chercheuse en sciences sociales du numérique, qui va du coup nous partager l'état de sa réflexion et réagir à ce qu'elle aura entendu ce matin. Alors, je lance mon partage. Ça ne marche pas. Si, hop. On le voit, il faut juste le mettre en plein écran. C'est ce que je fais, mais mon logiciel a l'air un peu lent au réveil. Voilà, normalement, c'est bon. Est-ce Oui, que c'est vous bon. voyez la projection? Ok, super.
Eh bien, bonjour à toutes et tous. Ravie de participer à ce webinaire. Ravie d'avoir pu écouter les deux présentations précédentes de projets soutenus par l'ADEME, deux projets tout à fait passionnants, pertinents, stimulants. Alors déjà, je préviens, je préfère me présenter comme activiste des communs que comme chercheuse, même si professionnellement je suis chercheuse, mais c'est plutôt à ce titre d'activiste des communs que j'interviens ce matin. Ça fait maintenant 20 ans, 20 ans tout juste que, à l'époque, à travers une association qui s'appelait VECAM, qui n'existe plus, on a essayé de propulser, si je puis dire, dans l'espace public cette question des communs comme horizon politique désirable, souhaitable et comme aussi comme outil très opérationnel pour penser des alternatives dans le monde un peu complexe qui est le nôtre. Alors le sujet, donc ce qui m'a été assigné par les organisatrices, c'est de prendre de la hauteur. Voilà, une petite mission toute simple. Non, le sujet que je vous propose de discuter ce matin ensemble, c'est celui du rôle des communs dans les territoires pour essayer de réconcilier environnement et numérique. C'est un peu je dirais, la question que je vous propose de partager. Alors avant de rentrer dans le vif de la question, je voudrais faire un petit retour en arrière pour regarder le rôle que les communs ont pu jouer historiquement en matière environnementale dans notre rapport à la nature. Et est-ce que vous voyez bien la deuxième slide? Est-ce que ça a bougé? Parce que Non, pas de mon côté. Je suis restée sur la page d'accueil, enfin la page de garde. ça, c'est souvent quand on est en mode projection. C'est ce qui s'est passé tout à l'heure pour une autre intervenante. Alors, je réessaye. Là, est-ce que ça fait quelque chose? Non? Non. Non. Pourtant, moi, je le vois bien comme partagé. Alors, on va faire autrement. Je vais sortir du mode de partage et je vais me mettre comme ça. Ouais, mais ce qui n'est pas du tout pratique pour moi. Ça, c'est les doubles écrans peut-être. Attendez, si vous me donnez une seconde, j'essaye. Je sors du partage. Arrêter le partage. Je vais remettre mon écran principal là. Et je recommence le partage. Bon, si ça marche pas, Sinon, vous mettez en mode travail et pas en mode plein écran et normalement, vous pourrez faire dérouler les oui, mais slides du sans coup, vous allez difficulté. me voir de travers. Enfin bon, bref, c'est pas pratique du tout. Euh, je réessaye. Je réessaye. Deuxième tentative et dernière tentative. Hop, si je me mets là et je me remets en mode projection. Ouais, non, ça marche pas du tout, ça. Bon, ok. Alors, on arrête les tentatives. Tac. Désolée. Pourtant, on avait testé tout à l'heure, hein. Du coup, vous voyez que... Top, top, top. Comment j'arrête le partage? Voilà, comme ça, je pense que c'est le mieux parce que sinon, on voit les vignettes vraiment en tout petit. Ouais, mais là, le problème, c'est que Attendez. Je ferme ça. Ok. Là, ça va? Vous voyez? Oui, voilà, comme ça, on voit toutes les slides. Ok. Donc, ce que je vous disais, petit retour en arrière pour essayer de comprendre quelle est la relation entre les communs et l'environnement, et notamment comment, à la fois du côté du droit et du côté de l'économie, on s'est emparé de cette question des communs. Alors, très grand saut en arrière dans le temps, dans le droit romain, on parlait déjà à l'époque de res communes omnium, la chose qui est commune à tous pour désigner ce qui ne pouvait pas être matériellement appropriable, c'est-à-dire l'eau, l'air, la mer. Donc il y avait déjà ce souci de la propriété commune, si je puis dire, à cette époque. Et puis progressivement, on a fait glisser ces choses communes vers des res nullius, c'est-à-dire des choses sans maître. Et c'est un glissement sémantique qui n'est pas neutre parce que quelque part, il a ouvert la porte à des abus dans l'usage de cette chose commune, puisqu'il n'y avait plus de propriétaire, de maître pour protéger la chose commune. Grand saut dans le temps en avant, on a ensuite
élargi, on est passé de la res nullius aux biens environnementaux, ce qui a permis d'embarquer à côté de ces ressources matériellement non appropriables à des ressources partiellement ou totalement appropriables, la faune, la flore. Et à partir de ce moment-là, la loi a commencé à essayer de limiter les prérogatives des propriétaires. Mais philosophiquement, la propriété reste au milieu et c'est par exception qu'on va venir protéger l'environnement en mettant des limites pour protéger ces fameux biens environnementaux. Ça, c'est pour le droit avec évidemment toute, je dirais, l'inefficacité qu'on lui connaît, puisque aujourd'hui, nous sommes dans la situation que nous connaissons et je n'ai pas à décrire aux personnes qui participent à ce séminaire. Du côté de l'économie, pendant très longtemps, la question environnementale a juste été totalement absente, ignorée. Et c'est la première tentative intellectuelle de la part des économistes d'intégrer l'environnement a été par le biais de ce qu'ils ont appelé les externalités négatives, c'est-à-dire les conséquences négatives sur l'environnement des activités humaines, industrielles, de mobilité ou autres, et une volonté de conversion, on est vraiment dans une approche économique, de mesure de ces externalités négatives pour pouvoir ensuite les réinternaliser sous forme de coût à l'intérieur du calcul du prix d'un service ou d'un bien. Mais la notion de commun elle-même, elle va apparaître avec un article séminal de Garrett Hardin qui date des années 60, de 68 si je ne m'abuse. Hardin qui n'était pas économiste mais qui s'est lancé dans un essai d'économie dans lequel il décrit ce qu'il appelle la tragédie des communs, c'est-à-dire qu'il considère qu'à partir du moment où une ressource est sous un régime de commun, donc partagée, eh bien, elle va nécessairement faire l'objet d'abus. Et il prend comme métaphore, ou comme parabole plutôt, une pâture dans laquelle tous les paysans amèneraient leurs bêtes et au bout d'un moment, la ressource de la pâture serait épuisée. Et tout cela, cette parabole lui permet d'arriver à une conclusion qui consiste à dire, point des communs, il faut utiliser l'outil marché comme seule solution pour protéger la ressource. Donc ces deux approches ont montré à la fois, je dirais, leur ineffectivité, mais aussi dans le cadre de la tragédie des communs, leur caractère nuisible, puisqu'elles ont contribué, c'est un article qui a fait énormément de bruit et que j'entends encore citer aujourd'hui dans des conférences, c'est un article qui a contribué à une pensée néolibérale très active. Alors face à cette inefficacité du droit et de l'économie, on a la pensée je dirais, la grande contestatrice de Hardin, c'est Elinor Ostrom, dont vous avez tous probablement entendu parler, donc qui est politiste de formation, mais qui a eu le prix de la Banque de Suède, qu'on appelle souvent le prix Nobel de l'économie en 2009, et qui, elle a dans son approche des communs que Héloïse a très bien résumé en introduction, ressources partagées gérées par une communauté avec des règles de gouvernance. Ce qui est très intéressant dans l'approche d'Ostrom qu'on appelle approche institutionnaliste, c'est qu'elle dit le grand oubli de Hardin, c'est qu'il a regardé uniquement le régime de propriété, donc il s'est placé avec un regard d'économiste, mais en réalité, il faut réintroduire dans la pensée un regard sociologique pour regarder la communauté qui est à l'œuvre et un regard de politiste, donc très interdisciplinaire, économie, sociologie, politique, pour regarder les règles qui ont été mises en place et qui évitent justement cette soi-disant tragédie des communs. Et donc, elle a passé sa vie entière à documenter à travers la planète, à travers toute la planète, des pratiques, elle est vraiment très empirique dans son travail, des pratiques de commun qui allient ces trois ingrédients. Et le cadre intellectuel qu'elle a produit, l'Institutional Analysis and Development, montre qu'il y a eu et il y a aujourd'hui encore une troisième voie à côté du marché et de l'État sans s'interdire des combinaisons de communs avec l'État ou avec le marché. On pourra y revenir parce qu'une des voies très fécondes, et on en a eu des témoignages, de très beaux témoignages ce matin, et je dirais même que
tout l'appel à commun de l'ADEME en est un très très beau témoignage. On peut avoir ce que j'appelle des PPC, des partenariats publics communs, des alliances objectives entre acteurs publics et acteurs communs, pour différentes raisons, qui vont pouvoir converger autour de la promotion du développement ou de la sauvegarde des communs. On pourra revenir sur ces PPC, je pense que c'est vraiment un sujet de très forte actualité. Et donc, ce qu'elle a montré aussi, Eleonore Ostrom, avec son travail empirique, c'est que les communs étaient à la fois efficaces, mais aussi robustes dans le temps. Et là, je vous ai mis quelques exemples qui illustrent cette robustesse. En bas à droite, vous voyez une photographie de rizière en Indonésie. Alors, il faut passer la slide suivante, Valérie. On est toujours sur Elinor Ostrom. Là, je l'ai passé. Là, ça commence à être compliqué. Je ne sais pas quoi faire. Là, vous ne voyez pas? Pourtant, je ne suis pas en mode projection, hein. Enfin, je ne crois... Non, non, je ne suis pas en mode... Je vérifie, mais Non, on est toujours sur la théorie des communs. Je sais pas quoi faire parce que je ne suis pas en projection pour le coup. Et quittez votre PowerPoint et rouvrez-le peut-être. Ouais, je vais faire ça. Est-ce que vous voyez mon fond d'écran là? Non. Alors là, je vais faire arrêter le partage, relancer du... Voilà. Comment je peux faire pour arrêter le partage? Ah là là, les joies de la techno. Tac, arrêter le partage. Donc là, vous ne voyez rien là. Là, on voit votre tête. Bon, c'est un début, mais c'était pas vraiment l'idée, c'est pas le concept. Alors, je relance. Sinon, moi, j'ai votre PowerPoint. Non, Sinon, non, non, parce que... non, non, il n'est pas du tout bon, la version. Je l'ai beaucoup modifié depuis. D'accord. Alors, on va réessayer. Hop. Excusez-moi, je relance. Je me mets sur la bonne. Voilà. On va espérer que ça marche. Partager. C'est bizarre parce que j'ai jamais ce problème d'habitude, hein. Ça marche très bien. Hop. Là, normalement, vous devriez voir mon écran. Voilà. Ok. Donc, ce que j'étais en train de vous dire, je vous illustrais la robustesse et l'efficacité des communs avec trois petits exemples. D'abord, des systèmes d'irrigation qu'on retrouve en Asie du Sud-Est, notamment en Indonésie, mais pas que, qui aujourd'hui fonctionnent toujours comme des communs. Les marais de Guérande, les marais salants de Guérande, où chacune des parcelles est sous un régime de propriété classique. Par contre, le système d'irrigation des marais salants fonctionne toujours comme un commun. Et enfin, un troisième exemple que j'aime beaucoup parce que je le trouve en plus très, très esthétique. Enfin, ils sont tous très esthétiques, mais celui-là est peut-être moins connu. C'est un système d'irrigation de la communauté indienne Waru Waru qui se trouve près du lac Titicaca et qui fonctionne depuis pas moins de 8000 ans. Donc, vous voyez qu'il y a une certaine robustesse dans le rôle des communs pour faire fonctionner la nature et de façon à la fois résiliente tout en répondant aux besoins des habitants des régions concernées. Est-ce que là, vous voyez l'écran suivant? Oui. Yes. Alors, les communs sont aussi, ce ne sont pas seulement des communs historiques qui, dans leur rapport à la nature, ce sont aussi des outils de résistance pour aujourd'hui qui nous permettent de penser des nouvelles dynamiques collectives qui peuvent être plus ou moins formelles, plus ou moins instituées pour lutter contre les enclosures contemporaines. Deux petits exemples très rapidement. Un exemple qui nous vient du Népal. Le Népal a subi des déforestations massives liées à une mise en marché des forêts népalaises. Et en fait, des collectifs, des groupes forestiers communautaires se sont mis en place, se sont constitués au Népal pour reconquérir la forêt et non seulement la reconquérir contre les logiques de marché, mais aussi les replanter avec des succès très massifs. Ils ont pu reforester des pans entiers des montagnes népalaises. Et puis un exemple plus près de nous, à la Clusa, où des collectifs se sont mis
en route pour empêcher la construction de retenues d'eau collinaires pour approvisionner des canons à neige. Donc voilà, pour le coup, c'est un commun très informel, hein, il n'y a pas de structure derrière, contrairement aux groupes forestiers communautaires, et qui ont obtenu une forme de victoire dans cette défense de l'environnement. Simplement, et là je voudrais le mentionner parce que j'essaye d'avoir une approche aussi très honnête, l'approche ostrobienne, elle montre ses limites, qui est une limite importante, mais avec en même temps une porte de sortie qui va nous ramener à notre sujet. La limite de la pensée ostromienne, elle est liée au fait que le cadre qu'elle a construit, il est pensé d'abord pour ce qu'on appelle en économie des ressources rivales et excluables. Bon, j'ai pas le temps d'expliquer ces concepts, mais j'imagine qu'il y a pas mal de personnes qui les connaissent autour du webinaire. Disons des ressources appropriables pour faire simple, et que c'est plus difficile pour des ressources comme l'air, qui n'est pas enfermable, qui n'est pas un bien rivable ou excluable. Et c'est un cadre qui est d'abord pertinent pour des biens de club, c'est-à-dire des ressources qui sont partagées, où on peut organiser le partage des droits au sein d'une communauté relativement limitée. Et dès qu'il s'agit d'un bien comme l'air, pour reprendre le même exemple, qui importe à l'ensemble de la communauté mondiale, ce cadre est beaucoup moins heuristique. Donc il y a une vraie difficulté à transposer le cadre des communs aux communs naturels mondiaux, climat, biodiversité, etc. En l'absence, enfin, comme vous le savez, en l'absence, ou disons en l'inefficacité de la dynamique sociale mondiale, puisque on voit bien que malgré tout le travail du GIEC, des COP, etc., on patine dans notre capacité à embrasser ce qui devrait être des communs naturels mondiaux. Et donc, ce que propose aussi Ostrom, et elle a beaucoup travaillé sur ces questions environnementale à l'échelle mondiale sur la fin de sa vie, c'est d'aller vers une gouvernance polycentrique, c'est-à-dire imaginer des collectifs indépendants qui vont pouvoir participer à penser ces communs globaux. Donc c'est plutôt l'idée d'un archipel de communs implantés dans les territoires et qui vont pouvoir embrasser ces problématiques mondiales à défaut d'une capacité des États à construire cette gouvernance mondiale, enfin en tout cas à la construire de façon à la hauteur des enjeux auxquels nous sommes confrontés. Alors j'en viens maintenant aux communs numériques. C'est vrai que penser les communs numériques comme alliés de la défense de l'environnement, comme des acteurs écologiques, c'est assez contre-intuitif. Je pense que toutes les personnes qui sont présentes sur le webinaire connaissent les quelques chiffres que j'ai affichés très rapidement ici à l'écran et qui sont issus des travaux de l'ADEME et de l'ARCEP. Donc on sait que le numérique a une On est à empreinte... nouveau bloqué sur la slide sur les outils de résistance, donc on n'est pas passé à la slide suivante. Je sais pas quoi faire en fait. Et là, ça marche? Non, non plus. Mais bon, sinon avancez et de toute façon les slides seront envoyés aux participants. On va pas vous bloquer dans votre déroulé. Ouais, là j'ai un vrai problème. Bon, donc ce que j'étais en train de vous dire, j'affiche donc, je vous décris ma slide, j'affichais quelques chiffres sur l'empreinte carbone du numérique et notamment l'empreinte carbone des data centers. Donc 4,4% de l'empreinte carbone qui est liée au numérique en 2022, dont 46% pour les data centers, dans un contexte où vous savez qu'il y a une politique nationale et pas que nationale, européenne et internationale de déploiement des data centers à vitesse accélérée. Donc je rentre pas là-dedans, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais voilà, on a tous ce genre de chiffres en tête. On connaît aussi tous et toutes les effets rebonds liés au numérique. On sait que les politiques de green tech ont ont une dimension, on va dire, relativement technosolutionniste. Donc voilà, je ne m'étends pas là-dessus. Tout ça pour dire que le fait d'allier commun et commun numérique et défense et écologie n'est pas quelque chose je dirais, que nous aurions tous intuitivement en tête. Alors, pour autant, moi, je pense que évidemment, je vais m'inscrire en faux de cette intuition pour dire que même si massivement le numérique a un impact très, très dommageable, on a du côté des communs numériques des cartes à jouer, des cartes à abattre pour défendre l'environnement et notamment des cartes à abattre dans je dirais, une convergence avec les communs environnementaux tels que ceux que j'ai pu citer précédemment, à la fois des convergences opérationnelles
opérationnelles et peut-être aussi des convergences plus politiques. Alors, quelques exemples du côté très opérationnel. Les logiciels libres qui sont je dirais vraiment des partenaires potentiels d'une politique environnementale. Pourquoi? Pardon. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que le logiciel libre, c'est un outil de lutte contre l'obsolescence programmée d'un certain nombre d'artefacts numériques, de tout ce qui est hardware. Et vous savez que le hardware, c'est ce qui pèse le plus hein, en termes d'impact écologique du numérique. Pourquoi? Ben, on en a eu un exemple récemment. Vous savez que Microsoft a décidé d'arrêter une version de Windows, rendant poubellisables, si je puis dire, des milliers et des milliers d'ordinateurs à travers le monde. Et donc aujourd'hui, vous avez un certain nombre d'acteurs du logiciel libre qui aident les acteurs à migrer leurs ordinateurs vers de l'OS, vers du système opérateur libre, ce qui va leur permettre de prolonger la vie de ces ordinateurs. Voilà un exemple tout à fait d'actualité du rôle du logiciel libre dans la maintenance et dans la prolongation de la durée de vie, mais pas que. Quand on utilise du logiciel libre, il y a une forme de transparence qui permet un examen approfondi de l'impact environnemental des logiciels et donc qui permet de retravailler le code pour aller vers du code plus frugal. Cela permet aussi de ne pas enfermer un utilisateur de logiciel libre dans une solution qui, s'il décide de changer de solution, l'oblige à repartir sur une nouvelle solution ex nihilo et donc à nouveau développer du code qui, à nouveau, va avoir un impact. Plus on développe du code, plus on a un impact énergétique, hein, soyons clairs. Donc voilà, globalement, le logiciel libre participe à une approche environnementale. À côté du logiciel libre, on a tout ce qui est logique de données en commun. On en a eu un très bel exemple, enfin deux beaux exemples ce matin. Mais il n'y a pas que, il y a aussi des exemples peut-être un tout petit peu plus connus. Si on parle, alors j'ai vu que la cartographie toulousaine s'appuyait sur OpenStreetMap. Hein. OpenStreetMap, c'est un commun numérique assez exemplaire, peut-être aussi connu aujourd'hui que Wikipédia. Et OpenStreetMap, c'est une infrastructure qui sert à comme à l'exemple toulousain, à des dynamiques en faveur de logique, enfin de projets à finalité environnementale, mais on peut citer aussi Open Food Fact, on peut citer Commons Voice, etc. Voilà, donc aujourd'hui, il y a toute une série de données en commun qui sont soit directement au cœur de projets à visée environnementale, soit constituent une infrastructure qui va sous-tendre des projets à finalité environnementale. Et puis plus généralement, on peut parler des low-tech, et quand je dis low-tech, c'est au sens large. Ce ne sont pas seulement les artefacts, enfin les objets conçus en low-tech, même s'ils sont très intéressants. C'est aussi toute la démarche low-tech. Je renvoie par exemple à la démarche que développe dans les territoires l'archipel des low-tech labs. C'est une démarche qui a commencé qui a démarré en Bretagne, mais qui aujourd'hui se déploie. Alors j'ai entendu qu'il y avait des Grenoblois sur le webinaire qui se déploient aussi à Grenoble. L'idée, c'est vraiment non seulement de proposer des technologies low-tech, mais aussi d'accompagner dans le cadre de cette pensée low-tech ou de cette démarche low-tech, d'accompagner toute une série d'entreprises privées ou d'acteurs publics ou d'associations, peu importe, dans leur propre réflexion, un peu à l'image de ce qui est fait côté urbain hein, dans la présentation de ce matin, mais plutôt que d'accompagner des territoires urbains, là c'est d'accompagner des personnes morales, quelles qu'elles soient, dans leur démarche de frugalité. Et puis enfin, je voudrais citer comme autre exemple, mais il y en aurait certainement bien plus, je ne vise pas l'exhaustivité de loin s'en faut. Je voudrais citer aussi le rôle très important des tiers-lieux dans les territoires qui produisent des communs numériques. Et pas que, souvent des communs aussi des communs alimentaires, mais voilà, entre autres, ils produisent des communs numériques. Un exemple, je n'en prendrai qu'un puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, mais à Chemillé,
en Anjou, dans le centre social qui s'est élargi pour devenir un tiers-lieu avec un Fab Lab intégré. Ils ont conçu il y a quelques années un capteur low-tech de chauve-souris en open source, pardon, donc qui est du open hardware, qui a été mis à disposition. Et aujourd'hui, c'est de toute une série d'associations, par exemple les LPO, qui se saisissent de ce capteur open source pour leur propre travail de documentation de suivi populationnel des oiseaux. Donc, et c'est vraiment intéressant de voir tout ce open hardware qui a surgi dans les tiers-lieux. On l'a vu notamment pendant la pandémie, hein, ça a été un grand moment d'open hardware dans les tiers-lieux, mais ça se poursuit aujourd'hui ailleurs, dans les territoires. Donc voilà pour des exemples de communs numériques qui, à mon avis, participent de la même philosophie que des communs environnementaux. Et pour finir, je dirais peut-être avec un propos probablement plus politique, que c'est pour ça que je voulais aussi vous parler en tant qu'activiste. Je pense que plus profondément, il y a une forme de convergence à penser pour lutter contre différentes formes d'extractivisme, différentes prédations qu'il peut y avoir. Et là, je prends extractivisme dans un sens très large. On est dans un capitalisme particulier qui est un capitalisme cognitif autour des big tech qui captent notre culture, qui captent nos connaissances, qui captent notre intelligence collective. Et donc, si on veut résister à cet extractivisme, pas seulement extractivisme des ressources naturelles, extractivisme des terres rares, etc., mais aussi extractivisme de nos connaissances. On a besoin de faire converger ces communs je dirais, communs qui travaillent autour des ressources naturelles et des communs numériques, de réarticuler des résistances à la fois dans nos discours, dans nos cadres de pensée, comme dans nos actions. Et je pense que c'est ce que l'appel à commun de l'ADEME contribue à faire à sa manière, et je ne peux que saluer cette initiative. Et je m'arrêterai là. Merci beaucoup, Valérie Peugeot, pour ces éléments conclusifs. D'ailleurs, je rebondis tout de suite à ce que vous venez de dire sur les tiers-lieux. C'est d'ailleurs pas un hasard, hein, si France Tiers-Lieux fait partie des partenaires de l'appel à commun aux côtés de l'ADEME. Donc on voit bien les convergences qu'il peut y avoir et le vivier que ces lieux peuvent représenter. Et je rebondis aussi à ce que vous disiez en termes de prédation. Justement, moi je m'interroge, là on parle de données en commun. Finalement, dans un contexte voilà, où les données sont majoritairement privées, monétisables, comment s'assurer finalement que ces données en commun restent des données en commun, qu'elles ne soient pas captées par le grand capital, parce qu'il y a ce risque-là forcément. Donc certes, ce sont des outils de résistance, mais comment on peut vraiment se prémunir de ces risques-là? Alors, on a toute une série enfin, on a d'abord des outils juridiques. Si vous regardez les grands communs de données que sont Wikipédia, que sont OpenStreetMap, Open Food Fact, Commons Voice, et d'autres, ils ont choisi des licences, ou même, enfin, d'une manière générale, ils ont choisi des licences qui vont être plus ou moins protectrices, mais notamment, il y a une licence qui a été largement adoptée, qui s'appelle la licence ODBL, qui a été créée par un collectif, l'Open Knowledge Foundation, qui est un collectif à l'origine britannique, mais maintenant international. C'est une licence qu'on appelle à virale ou propagatrice, c'est-à-dire que les acteurs qui se servent de ces données sont contraints, ils ont le droit de s'en servir librement, y compris des big tech, mais s'ils les modifient, s'ils produisent quelque chose de nouveau à partir de ces données en les modifiant, eh bien, ils doivent reverser les données modifiées dans le commun. Donc, il y a l'idée, voilà, d'un cercle vertueux. Alors, ce n'est pas parfait, cette licence n'est pas parfaite. C'est un grand débat en ce moment au milieu des commoners. Et hier, j'ai participé à une réunion, à un colloque où on parlait quasiment que de ça toute la journée. C'est jusqu'à quel point ces licences sont vraiment protectrices ou pas à l'ère de l'IA, mais on pourra y revenir. Je pense qu'il y a un pré-IA générative et un post-IA générative, c'est un autre sujet. Mais donc, on dispose déjà de cet outil. Et ce qui est intéressant, c'est que
Si on regarde du côté de ce qu'on appelle l'open data, donc les données ouvertes qui là sont des données produites majoritairement par des acteurs publics, à la différence des exemples que je viens de citer qui sont des communs coproduits, ce que j'appelle des communs ascendants, des communs coproduits par des communautés d'individus engagés. Si on regarde du côté de l'open data public, au départ, la première licence qui avait été choisie, c'était par l'État, c'était une licence très permissive. Et dans un second temps, l'État a donné le choix, notamment aux collectivités territoriales, mais pas que, à tous ceux qui pratiquent de l'open data, d'aller vers la licence ODBL, donc vers une licence plus protectrice. Donc ça, c'est un premier élément qui est important. Et la difficulté, je vais alors peut-être, où j'enchaîne directement Inès sur la question de l'IA générative. C'est vrai que aujourd'hui, on a une problématique nouvelle, c'est que les grands modèles, les LLM, les grands modèles pour entraîner leurs données sont en train d'aspirer massivement des données sur le web, que ce soit d'ailleurs des données classiquement propriétaires, hein, des données protégées. Donc, d'où le fait que vous avez des cris d'orfraie qui sont poussés par tous les acteurs, la presse, etc., qui voient leurs données scrappées. Mais ils aspirent aussi les données des communs. Et donc ça, c'est une vraie problématique. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a des alternatives qui commencent à émerger. Par exemple, Wikipédia, et c'est un exemple très intéressant, très prometteur, a créé alors la Wikimedia Foundation, hein, qui est la maison mère, si je puis dire, de Wikipédia, a créé une nouvelle filiale qui s'appelle la Wikimedia Entreprise, qui ouvre une API pour que, je ne sais pas si tout le monde est familier du terme d'API. Peut-être expliquer, oui. API, pour faire simple, c'est une sorte de robinet sur lequel on peut se brancher, un acteur tiers peut se brancher pour accéder aux données de l'acteur qui produit les données. Et donc, en fait, le constat de Wikipédia, ça a été le suivant. Ils se sont aperçus qu'ils étaient envahis par les bots des LLM, des acteurs de l'IA générative, qui venaient scraper leurs données massivement. Ce qui pose un énorme problème, je parlais d'extractivisme, c'est que ça sature complètement les serveurs. Donc pour Wikimedia, ça a un coût, y compris un coût environnemental, un coût financier, un coût énergétique, un coût environnemental, parce qu'ils sont obligés d'augmenter leurs serveurs en permanence, ce qui n'est pas du tout dans leur logique. Et donc, ils ont dit, bah, plutôt que d'essayer d'empêcher les bots, parce qu'empêcher les bots, on a toujours le risque d'empêcher aussi des personnes qui ont toute raison d'aller sur Wikipédia, ce qui est contraire à leur philosophie de démocratisation de l'accès au savoir. Donc, ils ont mis en place ce robinet à données, si je puis dire, et ils ouvrent le robinet selon des conditions financières différentes, selon qu'on s'appelle Google, OpenAI, Claude, ou enfin Microsoft, ou que sais-je encore, ou qu'on s'appelle Internet Archive. Voilà, si c'est Internet Archive, ça va être gratuit. Par contre, donc si on participe de cette philosophie des communs, ça va être un accès gratuit. Par contre, c'est un accès monétisé qui va permettre aussi d'assurer une soutenabilité économique à Wikipédia. Voilà, donc il y a des choses à imaginer aujourd'hui pour protéger les données en commun, pour continuer à les faire prospérer, si je puis dire, à la fois les protéger et les faire prospérer comme alternatif au capitalisme cognitif dans lequel nous baignons aujourd'hui. Pardon, je m'excuse. Merci beaucoup Valérie Peugeot, en tout cas pour ces compléments qui nous donnent du grain à moudre. Je vais tout de suite parce que l'heure de terminer ce webinaire approche, donc je vais laisser la parole à Héloïse Calvier qui va voilà, nous dire un petit mot de la fin et puis je reprendrai la main pour vous donner quelques informations plus pratico-pratiques. Mais donc Héloïse Calvier, je vous laisse la parole pour la clôture. Oui, merci beaucoup Inès. Je voulais vous remercier toutes aussi pour vos interventions qui étaient très qualitatives, très intéressantes. Et faire un petit rappel aussi sur la troisième édition de l'appel à commun, pour laquelle on partagera les résultats
d'ici début janvier 2026. Donc voilà, si ces communs vous parlent et que vous avez envie de les utiliser, de les découvrir, donc il y en aura de nouveaux, notamment sur le champ de l'aménagement du territoire, qui seront soutenus par l'ADEME et qui seront donc disponibles sur la plateforme de l'appel à commun. Et je remets le wiki dans la conversation. Voilà, si vous souhaitez aller voir tout ce qu'on y produit. Donc la deuxième Euh, vague de lauréats de la oui, troisième édition de l'appel à commun, c'est ça, pour, exactement. Oui, pour pour remettre en préciser. contexte. Oui, merci. Et Inès, Très je bien, te donc rends la parole du coup. on suivra ça attentivement en début d'année prochaine. Moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier toutes et tous, enfin surtout toutes, chaleureusement, pour vos contributions. Rappelez aux internautes, enfin aux invités, aux participants qui nous suivent depuis ce matin que donc le webinaire sera disponible en replay très prochainement sur le site de Cadre de Ville. Vous recevrez un mail vous alertant de cela, avec également les slides de nos intervenantes qui seront évidemment disponible donc en PowerPoint. Et donc j'en profite aussi pour vous dire que vous pouvez sur le site de Cadre de Ville revisionner les webinaires qu'on a pu faire depuis 3 ans avec l'ADEME. Donc voilà, il y en a pour tous les goûts. Il y a des webinaires voilà, sur la ville marchable, sur le rafraîchissement urbain qui fait écho donc à la cartographie de Toulouse notamment, sur le ZAN, sur la ville dense, durable et désirable, un précédent webinaire sur les communs. Voilà, vous avez vraiment de quoi faire. Donc n'hésitez pas à aller vous nourrir de tous ces contenus. Et je m'arrête là. J'en profite aussi pour vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année. Donc on vous retrouve l'année prochaine pour de nouveaux webinaires. À bientôt, au revoir. Merci, au revoir. Merci.